circuler majoritairement la nuit. Beaucoup ont reconnu un sous-investissement massif du réseau dans la régénération du réseau depuis des années, ce qui a entraîné comme conséquence une massification des travaux la nuit, donc la fermeture des voies à la circulation des trains de fret SNCF. Est-ce qu'aujourd'hui, une des solutions, au regard de l'urgence à faire des travaux de rénovation du réseau du fait de l'abandon des politiques publiques pendant plusieurs décennies, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de revenir à ce que faisait quand même Réseau avant, c'est-à-dire des travaux de jour qui permettaient la circulation des trains, notamment sur les voies contiguës, avec des formations au risque ferroviaire et avec des cheminots qui savaient faire passer les trains malgré le fait qu'il y ait des travaux, certes à vitesse limitée, mais qui permettaient de circuler. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, elle est sur la stratégie commerciale. Donc vous avez un peu évoqué, vous avez parlé d'un tour de France que vous avez effectué pour aller à la rencontre des acteurs. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus cette stratégie commerciale, si vous avez les éléments? J'ai posé la question à Jean-Pierre Farandou, je n'ai pas eu la réponse, j'espère qu'il la communiquera. Historiquement, Fret SNCF avait des commerciaux qui allaient démarcher les entreprises et qui proposaient un service. Ça a été abandonné, en tout cas en partie supprimé. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle stratégie commerciale? Parce que ça ne peut pas se résumer à simplement faire un tour de France. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et dernière question, sur le sentiment que je partage avec le rapporteur, sur la différence entre les chiffres qui sont annoncés dans la rénovation du réseau et ce qui est mis pour les infrastructures de fret et la réalité du terrain. On a aujourd'hui, je crois de mémoire, 2800 installations de terminales embranchées potentielles sur le réseau. Selon les derniers chiffres que j'ai pu consulter, il y en a quasiment 40 qui sont en mauvais état et 35% qui sont inutilisables. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un état des lieux précis de ces embranchements qui est fait? Quelle est la somme qui est mise très précisément sur ces embranchements qui permettent de desservir des entreprises de proximité, de faire du wagon isolé et de relancer une activité fret qui est utile en des entreprises qui sont en demande? Donc tout ça, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Je me permets une question pour taquiner à la fois le rapporteur et mon collègue député de Seine-Saint-Denis, et donc il viendra compléter ce que vous voulez dire. Monsieur le Président, est-ce que vous estimez que dans l'insuffisante modernisation du réseau, qui vient freiner les circulations voyageurs comme les circulations fret, certaines considérations sociales ont pu jouer dans les arbitrages en faveur de cette modernisation? Je pense notamment à la mise en place de la commande centralisée du réseau, qui a évidemment des effets sur les effectifs salariés de SNCF Réseau. Alors, merci, Monsieur Porte, pour vos questions. Je suis vraiment désolé, je pense que mes réponses vont être assez frustrantes pour vous et je m'en excuse d'avance, parce que vous me posez des questions très intéressantes, mais qui sont des questions détaillées. Et comme je ne suis plus responsable aujourd'hui de SNCF Réseau, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres détaillés. Ça fait 11 mois que je suis sorti de fonction et les choses ont sûrement bien évolué entre-temps. Sur votre première question qui est très précise, revenir éventuellement à des travaux de jour, je crois qu'il n'y a que SNCF Réseau qui peut aujourd'hui vous répondre à cette question. Je connais évidemment le problème dans les moindres détails pour avoir dû, pendant 18 ans où j'ai été numéro 1 de sa société, devoir constamment arbitrer sur ce genre de sujet. Ce sont des arbitrages extrêmement complexes qui, malheureusement, souvent donnent lieu à des frustrations, parce que ça, c'est la vie démocratique d'une économie occidentale. Les contents disent rarement qu'ils sont contents et ne cherchent surtout pas à attirer l'attention sur le fait qu'ils sont contents. Et les mécontents le font savoir très fort. Donc, ce sont des arbitrages extrêmement compliqués, en sachant que c'est malheureusement évidemment toujours les mêmes sillons sur les mêmes types d'infrastructures déjà en approche de saturation, voire déjà saturés, sur lesquels il faut faire les arbitrages. Donc je peux pas vous répondre avec précision à cette question. Le mouvement que j'ai observé et que j'ai d'ailleurs encouragé quand j'avais ces responsabilités, c'est bien entendu de massifier. Et c'est ce que tous les gestionnaires d'infrastructures en Europe font, et c'est ce que SNCF Réseau fait massivement, en particulier en Île-de-France, mais pas que. C'est quand même aussi SNCF Réseau, historiquement, sur un très grand réseau comme le réseau français, qui a mis au point ces fameux trains travaux,
qui sont en fait des trains dont la longueur oscille entre 750 mètres et 1 km, et qui sont de véritables usines roulantes. Hein. Je les ai vues à plusieurs reprises, où vous rénovez une voie complètement, c'est-à-dire rail, ballast, traverse, avec ce train qui avance de quelques dizaines de mètres par heure, et exclusivement de nuit. Si vous avez l'occasion, et si SNCF Réseau vous y invite, je vous encourage vraiment à faire ces visites de nuit. C'est tout à fait spectaculaire. On attend bien entendu que le dernier train soit passé. Toute la chaîne de rénovation industrielle se met en place sur un espace horaire qui en général ne dépasse pas 4 heures, dans le meilleur des cas 5 heures. Et tout doit être remis à neuf et remis en état surtout pour les premières circulations du matin, en général aux alentours de 5 heures du matin. Donc ce sont les équipes de SNCF Réseau, avec un certain nombre de sous-traitants, qui réalisent ça, ce travail de massification. Et avec ces trains travaux, ces trains usines, eh bien, SNCF Réseau parvient à rénover le réseau de manière accélérée. Mais bien sûr, ça prendra encore 8 à 10 ans pour que le rattrapage du sous-investissement d'il y a 10 ou 20 ans puisse être complètement effectué. Sur la stratégie commerciale, là non plus, je ne peux pas vous donner de détails, mais il y a quand même un élément important, sans rentrer dans les détails, que je peux vous exposer, c'est que SNCF Réseau est organisé avec des directions régionales. Ces directeurs régionaux de SNCF Réseau sont extrêmement engagés aux côtés du président de région et du vice-président transport de région, à l'écoute 24 heures sur 24, et sur tous les sujets. Donc pas uniquement sur le sujet fret, sur absolument tous les sujets qui concernent SNCF Réseau. Ça va éventuellement de la mise en place d'une nouvelle offre ou de nouveaux moyens de travailler, comme ce fut le cas à l'époque avec Monsieur le Président David Valence en région Grand Est. La loi d'orientation sur les mobilités, la fameuse LOM de 2018, permettait à certaines régions de faire appel à d'autres entreprises que SNCF Réseau pour effectuer un certain nombre d'opérations de maintenance, voire de reprise carrément en main de certaines infrastructures par la région. Donc tout ça a été, alors que ce n'était pas forcément dans l'intérêt de SNCF Réseau, tout ça a été fait, je pense, avec beaucoup de dynamisme, d'énergie et aussi de bonne foi, même si ça représentait à un moment donné un risque de perte de financement pour SNCF Réseau. Donc je pense vraiment que les deux grands éléments de cette stratégie commerciale en termes d'équipe, c'est d'une part ces directeurs régionaux, qui ont aussi une excellente connaissance et perception des réalités régionales et sous-régionales, ce qui est parfois moins évident quand on est à Paris. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une équipe commerciale très compétente et aussi nombreuse, sous la direction d'Isabelle Delon à SNCF Réseau, qui, bien entendu, coordonne l'ensemble et met en place les politiques commerciales et les stratégies commerciales pour aller chercher toujours plus de clients et faire transporter plus de tonnes kilomètres en fret. Sur les embranchements ferroviaires, je ne connais plus là non plus les détails et ça a sûrement évolué. Retenons simplement que dans les plans de relance successifs, il y a quand même eu des enveloppes dédicacées réseau et il n'a pas fallu attendre 10 ans pour faire des choses. Donc il y avait notamment, je me souviens, un problème de financement pour remettre en état les fameux freins de voie automatiques de Miramas à Marseille. Eh bien, on a pu faire le nécessaire. S'il n'y avait pas eu ça, les freins de voie, tout simplement, n'auraient plus été entretenus et auraient été mis hors service. Donc, un certain nombre d'enveloppes qui ont été mises à disposition ont été rapidement mises en œuvre et ont pu mener à des résultats mesurables. Sur la globalité de votre question, ce que je pense qui est important de retenir, et c'est archi connu, hein, je veux dire, j'ai rapporté là-dessus à plusieurs reprises, tant auprès des régions qu'au Sénat, que dans toutes les commissions auxquelles j'avais été invité à l'époque. SNCF Réseau, sauf erreur de ma part aujourd'hui, en tout cas quand j'ai quitté SNCF Réseau, était toujours à un ordre de grandeur de 2,8 à 2,9 milliards d'euros
pour ce qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire la remise en état du réseau existant. Nous savions à SNCF Réseau, sur base d'une étude indépendante qui était menée par l'École polytechnique de Lausanne dans les années 2017-2018, que le besoin en régénération annuelle se situait à 3,5 milliards d'euros de l'époque. En attendant, vous savez tous qu'il y a une importante inflation. Donc je peux m'imaginer, sans être précis, mais qu'aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 3,9 à 4 milliards d'euros qui sont nécessaires en base annuelle pour régénérer le réseau. Et mon successeur ou mes successeurs vous diront peut-être à combien est-ce qu'on est aujourd'hui précisément, parce que tout ça a sûrement évolué. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on soit à 4 milliards d'euros par an. 4 milliards d'euros par an en euros d'aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête ce que ça représente. C'est le montant annuel en régénération qui est nécessaire pour stabiliser, pas pour améliorer, pour stabiliser l'âge moyen des composants industriels. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on diminue la dégradation. Ça ne veut pas dire qu'on stabilise. À 4 milliards, on stabilise, et puis si on veut faire mieux, c'est-à-dire si à un moment donné, on veut... Ça prendrait, même s'il y avait une véritable volonté de le faire, ça prendrait probablement 10, 15 ans, voire plus. Hein. Si on veut améliorer, c'est-à-dire réduire l'âge moyen des composants de la voie, eh bien, il faudrait des montants forcément qui sont supérieurs, mais pas uniquement des montants. Comme je vous l'ai dit lors de mes réponses aux premières questions, ce n'est pas uniquement une question de financement, c'est aussi une question de moment, d'espace-temps dans lequel on peut travailler pour le faire. Et là, je reviens sur ce que je vous ai dit concernant la massification. La massification, c'est le meilleur compromis entre le temps qu'on prend au niveau d'un réseau ferroviaire sur la clientèle qui ne peut éventuellement pas circuler à ce moment-là, et d'autre part, travailler de manière super efficace pour tout faire en même temps, et puis remettre au service de la clientèle une infrastructure qui soit digne de ses attentes. Et puis, dernier point concernant la CCR, ça, je dirais, c'est une déception. Hein, je vais appeler les choses comme elles sont. Après, c'est la réalité. Il faut tout simplement pouvoir s'y faire. C'est que pendant les 15 ans et demi que j'ai piloté Infrabel en Belgique, on est passé de 365 postes d'aiguillage à 11 aujourd'hui. Ce qui a entraîné, alors pas ce programme-là à lui tout seul, mais ce qui a entraîné une réduction du personnel environ de 15 000 équivalents temps plein quand Infrabel a démarré en 2004, à moins de 10 000 quand j'ai quitté Infrabel fin 2019. Bien entendu, à SNCF Réseau, une des premières choses accompagnée par une magnifique équipe à SNCF Réseau que nous avons faite, c'est de proposer un programme CCR accéléré pour ramener le nombre de postes d'aiguillage en France, je vous dis de mémoire, hein, vraiment à la grosse louche, de 2200, si mes souvenirs sont bons, vers une quinzaine de postes d'aiguillage très concentrés. Et en tout cas, ce que je peux vous affirmer avec certitude, c'est que ce n'est absolument pas la composante sociale à l'intérieur du groupe SNCF qui a posé problème. Parce qu'évidemment, quand on met un programme d'une ambition pareille en œuvre, on ne le fait pas contre le personnel et ou les syndicats, on le fait avec. Exactement comme j'ai fait en Belgique. Je n'ai jamais eu de grève générale en Belgique sur ce programme. J'ai eu de temps en temps des menaces de grève régionale. Et là, il y a tout un programme à mettre en place avec un accompagnement au niveau des ressources humaines qui fait qu'on anticipe les questions humaines. Et si on ne les a pas tout à fait bien anticipées ou qu'il y a encore des problèmes au moment de la mise en œuvre, eh bien, on résout les problèmes à ce moment-là en temps réel. Donc, ce n'est certainement pas une question de contrainte sociale, d'emploi ou autre, c'est tout simplement une contrainte financière. C'est que ce programme, entre guillemets, coûte, mais je n'aime pas le mot coûte parce que c'est un investissement. Et quand on parle d'investissement, on ne peut pas parler de coût. C'est un investissement de près de 11 milliards d'euros. C'était, si je me souviens bien, à l'horizon 2038, donc en mode accéléré. C'est un investissement de 11 milliards d'euros dont la valeur actualisée nette sur la totalité du projet représentait un peu plus que 1 milliard d'euros.
Et c'est là qu'on se trouve confronté à une difficulté supplémentaire dans ces gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Ce n'est pas une spécificité française, c'est la même règle partout en Europe. C'est qu'à un moment donné, Eurostat, qui est l'organisme de comptabilisation et de vérification des comptes européens, a décidé, quelque part en 2017, que ces gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, quelle que soit leur organisation ou leur forme juridique, seront consolidés avec leur actionnaire État. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque 2017, eh bien, si vous investissiez et que vous en aviez au bout de quelques années le retour financier pour la société, c'était séparé des comptes de l'État, et donc on pouvait mener une logique d'entreprise, de société anonyme qui était, ok, on s'endette peut-être un petit peu les 2, 3, 4 premières années, mais c'est un endettement sain, parce que la rationalisation industrielle va faire que ça génère des cash flows qui vont très vite venir rembourser la dette d'investissement initiale. Aujourd'hui, du fait que partout en Europe, ces gestionnaires d'infrastructures sont consolidés, eh bien, l'investissement initial en T0, en T1, en T2, il est directement consolidé avec les comptes de l'État. Et donc partout en Europe, évidemment, les ministres des Finances et ou du Budget ont un problème, parce que si vous gérez cette société comme une véritable société anonyme, eh bien, ils se retrouvent par effet de consolidation mécanique avec plusieurs milliards d'euros dans leurs dettes. Et ça, fort logiquement, bien, les grands argentiers des États, ils n'aiment pas. Et en tout cas, si ça se passe, ça ne peut pas se passer sans leur accord. Et donc voilà, c'est dommage que ça n'a pas été fait à l'époque où il n'y avait pas ces problèmes de consolidation des comptes européens. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, mais il y a beaucoup de précautions supplémentaires à prendre qui font que, en tout cas à date, j'ai quitté SNCF Réseau fin octobre l'année passée, au moment où je l'ai quitté, ce programme d'accélération de la commande centralisée du réseau n'était pas en œuvre faute de financement.